C'est-à-dire il y a des gens qui bossent, moi le premier, vous aussi, tout le monde, qui bossent dur pour pouvoir rembourser leurs emprunts. Pour les banques, les choses ne sont pas du tout du même ordre parce qu'une banque peut créer de la monnaie ex nihilo et ça ne lui coûte rien. Et donc la grande différence, c'est que lorsqu'une banque elle-même emprunte, et les banques empruntent tous les jours, c'est pas du tout la même chose que pour un particulier qui, lui, doit travailler dur pour rembourser une banque. Alors, donc je réexplique un tout petit peu. Le système monétaire, dans un pays comme la France, il est construit à deux niveaux. Imaginez que vous avez le mont Olympe. En haut du mont Olympe, vous avez Zeus. Zeus, c'est la BCE. Et puis en bas du mont Olympe, vous avez les dieux. Les dieux, ce sont les banques. Et puis vous avez le reste de la plaine de la Grèce antique. Ça, c'est vous et moi. Atlas et Axis, c'est ça? Voilà, par exemple. Alors, les dieux et Zeus, qui est le dieu des dieux, échangent entre eux avec une monnaie que ni vous ni moi n'avons jamais vue, qui s'appelle la monnaie banque centrale. Cette monnaie n'arrive jamais dans l'économie réelle. Donc elle n'arrivera jamais dans votre poche, elle n'arrivera jamais dans votre compte bancaire. Elle est piégée dans ce qu'on appelle le marché interbancaire et elle sert à réguler les transactions entre les banques et avec la Banque Centrale Européenne. Donc lorsqu'on dit la Banque Centrale Européenne imprime des milliers de milliards, en fait c'est l'argent en monnaie banque centrale que crée la Banque Centrale Européenne. Ça ne lui coûte rien, c'est une pure opération d'écriture. Il faut un peu d'électricité pour faire fonctionner l'ordinateur. Et puis il faut payer quelqu'un qui tape sur un clavier. Mais c'est tout. Cet argent-là autorise les banques, donc les dieux du mont Olympe, à discuter avec les humbles mortels que nous sommes, qui nous n'avons pas le pouvoir de création monétaire, via par exemple de la création monétaire pour accorder un crédit. Donc lorsque je vais voir mon banquier et que je lui demande un emprunt pour acheter par exemple un appartement, et ce qui fait que je vais devoir bosser dur toute ma vie pour rembourser mon emprunt, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas voir dans les sous-sols de la banque s'il a suffisamment de billets de banque pour me prêter. Il va regarder si je suis solvable et si c'est intéressant pour lui de créer de la monnaie ex nihilo pour moi. Ça ne lui coûte rien. Et s'il me dit non, il me dit non, ma bonne dame, je ne peux pas vous prêter parce que vous savez, les temps sont durs, la monnaie, on ne trouve pas ça sous le pas d'un cheval, etc. En fait, il me raconte des salades. Tout ce qu'il veut me dire, c'est qu'il ne veut pas me prêter parce que je ne suis pas un client intéressant pour lui. Soit qu'il estime que je ne sois pas solvable, soit qu'il estime que pour que je sois solvable, il va être obligé de me prêter à un taux d'intérêt qui ne l'intéresse pas. Ceci est un secret bien gardé, c'est-à-dire que j'ai donné pas mal de conférences grand public. Lorsque j'explique ça au grand public, les gens comprennent qu'en réalité, leur banquier peut créer de la monnaie ex nihilo demain matin, et donc regardent leur banquier avec un tout autre regard que celui qu'ils avaient précédemment. C'est une espèce de mythe qui est entretenu savamment dans l'opinion publique, qui est que les banques ne sont pas des banques. Les banques sont des intermédiaires financiers qui vous prêtent de la main gauche qu'elles empruntent de la main droite. C'est pas vrai. C'est comme ça que c'est formalisé dans les modèles standards des économistes, où il n'y a pas de banque, où il n'y a que des intermédiaires financiers qui prêtent de la main gauche, qu'ils empruntent de la main droite. Une banque, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Une banque, c'est une institution financière qui a reçu du roi le droit régalien de frapper monnaie, et donc qui peut créer de la monnaie. Alors, une fois qu'on a compris ça... On n'a plus droit et qu'on en est avec l'euro, c'est ça? Pardon? Qu'on n'a plus droit et qu'on est maintenant avec l'euro. Voilà, exactement. Le traité de Maastricht, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a supprimé des mains de l'État le pouvoir de création monétaire, qui était le droit régalien de frapper monnaie, pour le confier de manière exclusive à la Banque Centrale Européenne du côté public. Donc du côté de la sphère publique, il ne reste plus qu'un seul acteur qui a le droit de frapper monnaie, c'est la BCE, qui est réputée indépendante à l'égard des États. Et puis du côté de la sphère privée, il ne reste plus que les banques privées qui peuvent créer de la monnaie. De sorte que les citoyens, vous et moi, on a été expropriés du pouvoir souverain de contrôle de la monnaie. Raison pour laquelle, par exemple, on voit dans la société civile l'émergence de toute une série de monnaies complémentaires, des monnaies locales. Dans la Creuse, par exemple, il y a des monnaies locales qui apparaissent. Et ça traduit quoi? À Guéret. À Guéret, exactement. Ça traduit quoi? Ça traduit la nécessité pour les communautés locales de se réapproprier le pouvoir monétaire. Et donc de créer des monnaies locales qu'ils vont pouvoir faire développer, faire prospérer pour les usages dont ils ont besoin aujourd'hui. Et par exemple, en Grèce, au moment de l'explosion de la crise grecque, entre 2010 et 2015, vous avez eu une explosion du nombre de monnaies locales en Grèce parce que les gens n'avaient plus accès à l'euro. L'euro était devenu une monnaie rare et donc ils créaient des monnaies locales